Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre la semaine de Noël, en fait. It's a rather counterintuitive time. De fait, c'est un moment qui n'est peut-être pas bien choisi, mais le docteur Virman était bien disponible cette semaine. Bon, nous avons donc profité de l'occasion et que vous comprendrez bien sûr. C'est un personnage très important en Inde et un personnage également important au FMI. Et ce sont deux excellentes raisons de lui demander de nous adresser la parole. Mais cependant, il communique constamment avec la population en Inde, public éclairé au plan international. C'est une personne qui a toujours voulu dialoguer sans pour autant faire la morale aux plus jeunes. Mais comme ce n'est pas de la condescendance aujourd'hui, plutôt, mais c'est quelque chose qui va nous éclairer, qui va nous aider à mieux comprendre la situation dans cette crise financière mondiale. Je m'appelle David Malone. C'est un privilège pour moi de travailler au CRDI. Et avant d'arriver au CRDI, j'habitais en Inde. Et c'est à cause de mes années en Inde, plusieurs années, que j'ai appris à connaître, j'ai entendu parler du Dr. Virmani. Ensuite, j'ai appris à le connaître personnellement et c'est tout un privilège pour moi d'ailleurs. Il a une carrière à l'intersection de la recherche et de la politique publique. Il a commencé son monde universitaire en pensant qu'il deviendrait peut-être ingénieur. Il a commencé des études en génie au St. Stephen's College à Delhi, à Caltech, mais par la suite, il a changé son domaine d'études et ensuite, il a obtenu son doctorat de l'Université Harvard. En Inde, il est reconnu comme étant un des économistes les mieux connus en recherche, mais il a aussi eu une carrière dans la fonction publique au gouvernement et à l'extérieur du gouvernement au fil des ans. Et enfin, il a été nommé conseiller économique principal du ministre des Finances et le conseiller principal à la commission de planification en Inde. C'est un poste très important en Inde, mais il a aussi été dirigé l'Institut de réflexion en Inde dans le domaine des rapports microéconomiques. Il y en a eu d'autres. ICREER, Indian Council for Research on International Economic Relations. Et nous avons donc une relation de longue date avec ICREER. Depuis 2 ans, Arvind est directeur général pour l'Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka et le Bhoutan au FMI. Et ça représente un bon morceau de la planète et j'espère qu'il partagera avec nous la perspective à partir du FMI au sujet de la situation économique mondiale et quelles sont ses pensées personnelles à cet égard. Nous espérons, si la technologie coopère, il y a quelques planches, quelques diapos en cours de route que nous vous présenterons, mais c'est surtout pour appuyer certains de ces points et nous espérons qu'il y aura un échange par la suite, un dialogue entre lui et vous. Alors, à vous la parole et merci beaucoup d'être des nôtres cet après-midi. Mais ce serait peut-être plus facile pour tout le monde si vous étiez au podium. On pouvait donc vous voir et ensuite pour les questions-réponses également. Merci, David. Merci de ces gentils propos. Et ce fut un plaisir d'apprendre à vous connaître à Delhi et de vous revoir.
Après ces plusieurs années, j'aimerais d'abord commencer, comme vous verrez, mais c'est d'un point de vue personnel. Voilà ce qui est en rouge à l'encontre des personnes qui ont travaillé pour le gouvernement. J'y ai travaillé pendant 25 ans pour la fonction publique, mais j'ai eu de la chance par rapport à mes patrons, mes directeurs. J'ai pu donc avoir des horizons un peu plus vastes. Mais là, maintenant, je suis au FMI. Mais de toute façon, donc, mes commentaires sont à titre personnel. Je vous parlerai de 3 volets importants. D'abord, la crise financière aux États-Unis et en Europe en 2008. À partir de 2 perspectives. D'abord, il y a les problèmes financiers qui n'ont pas été résolus. La toile de fond, en quelque sorte, de la crise euro. Et en deuxième lieu, des points qui se rapportent à toute cette approche face au resserrement fiscal qui pose plusieurs problèmes. Le deuxième thème porte sur les marchés, mais de fait, ce sont les marchés financiers. Évidemment, il y a des marchés pour les biens et les services, mais ici, il s'agit de marchés financiers. Mon premier poste, c'était à la Banque mondiale, où j'ai rédigé un document sur les problèmes de crédit. Je ne savais pas à ce moment-là que dans les économies développées, il y avait ce même type de problème. Les problèmes que nous connaissons en Inde et d'autres marchés émergents, c'est-à-dire la mentalité de troupeau à court terme. Quelquefois, cela expose les éléments fondamentaux, mais souvent, lorsque les problèmes surgissent, on ignore les éléments fondamentaux. Le troisième domaine, le troisième thème dont je vous parlerai essentiellement, c'est le thème principal de mon allocution, c'est la crise euro, où j'ai une solution fondamentale à 5 étapes. Comme vous verrez depuis la petite note, les gens pensent que c'est simpliste. Cependant, je me rends compte que lorsque je cherche des solutions dans mes 25 années d'expérience, c'est toujours très utile de se pencher sur les éléments fondamentaux d'un problème plutôt que d'entrer dans les menus détails et la complexité du problème, parce que les solutions sont impossibles lorsqu'on discute de façon des éléments trop complexes. Et enfin, le rôle du FMI et du reste du monde, de la planète. La crise euro, la crise actuelle, c'est l'étape 2 de la crise. Et voilà, c'est une crise qui a pris le début en 2008. Voilà pourquoi je parlerai un peu des événements qui ont précédé. Plusieurs d'entre vous, vous avez entendu parler d'un roman par Rogoff et Reinhardt qui a analysé un siècle de différentes crises. Et le titre du livre, c'est « This time it is different ». Eh bien, cela est bien vrai, les problèmes et les solutions varient toujours, non seulement d'un pays à l'autre, mais d'une époque à l'autre. Ce qui est ironique, c'est que les erreurs qui ont été commises sont commises à nouveau et malheureusement, certaines des erreurs, cette fois-ci, sont encore les mêmes. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Il y a une explication que l'on peut donner et que nous avions en 2009 une reprise en forme V dans le monde, dans les pays développés par rapport au niveau de taux de croissance dans les marchés émergents, de sorte qu'il y a eu un sentiment un manque de vigilance de par le monde. Mais il y a un problème encore plus fondamental, selon moi. Rogoff et Reinhardt en parlent, mais les 2 années que j'ai passées au FMI l'ont répété, réitéré, c'est qu'il y a ce que j'appellerais peut-être un peu dur, une arrogance intellectuelle qui n'existait pas. Nous avons eu ces crises, nous l'avons réglé. Il y a eu des crises en Asie, des crises en Amérique latine. Plutôt, on a réussi à trouver des solutions, mais on a l'impression, cependant, qu'on ne tire pas d'enseignement de ces problèmes passés. Les gens pensent qu'ils sont supérieurs au plan intellectuel et que les pays en développement n'ont rien à leur apprendre.
Qu'est-ce que c'est au juste? La crise financière, comme nous savons, d'après l'étude de Rogoff et Reinhardt, c'est la crise financière est d'une durée de 5 à 7 ans, alors que normalement, ces crises sont d'une durée de 2 à 3 ans. Un des points clés qui a été identifié, qui est connu par les économistes, c'est cette question d'endettement excessif. Mais en dépit de ces connaissances, le système politique, les élites, les conseillers ont commis des erreurs sérieuses et je vous donnerai des exemples des États-Unis et de l'Europe. En deuxième lieu, il y a cette question de politique fiscale et monétaire. Il y a une orthodoxie qui existe selon laquelle les politiques fiscales, budgétaires ont été appliquées lorsque la crise et qu'on devrait appliquer des politiques monétaires plutôt. Ce que nous disons et ce que nous avons appris, c'est que l'efficacité de chacune peut varier et il faut avoir un bon dosage. Ça aussi était une des erreurs qui a été commise. Une bonne répartition pour bien choisir le moment. Et enfin, toute cette question de solvabilité ou le fait de pouvoir soutenir la dette, la réponse a toujours été d'offrir des liquidités. Dans la crise de l'Asie et l'Amérique latine, les États-Unis et le FMI y ont joué un rôle dans cette question de liquidité, mais il faut d'abord s'assurer que l'État souverain, l'État qui vit le problème, est en situation de solvabilité. Comme vous savez, dans la salle, ça se rapporte aux conditions de pouvoir soutenir la dette et nous en parlerons un peu plus tard. Peut-être dans les questions-réponses aussi, nous pourrons aborder ce point qui est peut-être un peu technique. Alors, quel est le problème aux États-Unis? Eh bien, vous savez, en 2008, lorsque la crise financière est arrivée, je crois il y a des choses qui se sont produites que je croyais qui étaient seulement possibles dans les pays en développement, qui possédaient des marchés incomplets, des marchés manquants, des marchés inefficaces. Mais ça s'est produit aux États-Unis. Et c'était ce problème d'hypothèque hypothécaire. Les propriétaires de logements dont la valeur était inférieure aux prêts hypothécaires à rembourser. J'ai fait une étude dans les années 80 qui s'appliquait. Ils s'appliquaient également dans un sens micro. Je n'ai pas fait les liens avec l'élément macro. Mais en 2009, il y avait beaucoup d'analystes qui parlaient de ce problème de propriétaires dont la valeur était inférieure aux prêts hypothécaires à rembourser. Et les analystes ont proposé des solutions. Mais le problème, il me semble, c'est que l'établissement, ou on peut appeler ça peut-être la majorité des économistes, les conseillers au gouvernement, le gouvernement comme tel, les partis politiques, en ont fait fi. Et c'est fondamental, c'était tout à fait bien clair, ou du moins pour ces analystes, et pour moi également, que lorsqu'on vit une crise financière, vous aurez ce 5 à 7 ans, ou même, je crois, 10 ans, style japonais, une décennie que l'on perd à moins de solutionner ce problème. Pour plusieurs raisons, on ne l'a pas solutionné. Deuxième problème qui se pose, c'est ce qui concerne la politique monétaire, c'est qu'au FMI, nous avions remarqué qu'on ne se posait pas au deuxième trimestre, mais il semblait y avoir beaucoup de fuites ailleurs dans le monde. On peut voir dans le prix des denrées. Mais c'est la question pour nous, le problème à titre d'analyste, ou du moins pour ma part, c'est est-ce que la politique monétaire est efficace aux États-Unis? Et moi, je me suis dit que non, la situation n'est pas bonne. On parle de taux d'intérêt zéro au plan technique, où on peut avoir des taux négatifs, etc. Mais cette politique, pour une raison quelconque, avait une incidence sur le reste du monde beaucoup plus à l'extérieur des États-Unis. Et la politique monétaire, nous nous sommes demandé si c'était le bon geste dans ce contexte. Qu'en est-il de la politique fiscale? Encore une fois, le premier article important pour les États-Unis, il y a environ 2 ans de cela,
où nous avons fait valoir que la répartition quant à l'investissement, la façon dont on examine la chose à partir de l'Inde et d'autres marchés, c'est pas la façon de penser d'ici, mais c'était bien clair pour nous, étant donné notre expérience passée, non pas que je suis expert en économie américaine, c'est que la répartition de l'investissement n'était pas la bonne et que les États-Unis avaient besoin d'un investissement dans les infrastructures de biens et de services beaucoup plus important. Et je peux vous parler un peu d'une petite anecdote que j'aimerais vous raconter. J'étais la dernière personne à prendre la parole à l'époque et j'ai commencé par raconter une petite histoire. Alors j'ai dit, bon, je crois que c'était dimanche dernier et la discussion a eu lieu mardi. Alors j'ai dit, dimanche dernier, j'étais dans mon appartement quand tout d'un coup il y a eu du tonnerre, des éclairs, il a commencé à pleuvoir. J'ai dit, oh, c'est comme si j'étais de retour à Delhi. Et ensuite, quelques minutes plus tard, encore une fois, du tonnerre et mes lumières se sont éteintes. Tout le monde dans la salle du conseil a commencé à rire. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un problème grave et quand les lumières se sont éteintes, elles ne sont pas revenues avant 10 jours. Pas de lumière. 100 000 personnes dans mon quartier étaient privées de lumière. Donc, il y a un grave problème d'infrastructure aux États-Unis qui doit être résolu. Le troisième problème, encore une fois, est assez universel en Europe et aux États-Unis, c'est la question des problèmes de rétrécissement ou de resserrement de la politique fiscale et on a relâché un peu la politique monétaire. Ma conclusion, là, c'était que c'était la mauvaise politique, la mauvaise décision. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était au contraire changer les mécanismes politiques et administratifs qui vont produire la stabilité à moyen et à long terme et ne pas resserrer les choses au point de vue fiscal. Donc ça, c'était le deuxième problème. Il fallait, à court terme, accroître les investissements publics, modifier les choses administratives et juridiques, surtout en matière d'assurance médicale, assurance sociale, etc. Et il fallait introduire une réforme fiscale sans incidence sur les recettes. Donc ça, c'est tiré de notre propre expérience. En Inde, quand on a fait donc cette réforme sans incidence sur les recettes, on pensait que éliminer les déductions et les exemptions permettrait de réduire le taux fiscal marginal. Ils auraient en bout de ligne un effet positif sur les recettes. Et on aurait dû faire la même chose aux États-Unis. Mais comme vous l'avez entendu sûrement, le blocage politique aux États-Unis dans tous les partis a rendu la chose impossible. Et donc, au mois de juin, j'en tirais la conclusion suivante, c'est-à-dire que on aurait une décennie de croissance minime. Donc ça, c'est la deuxième chose. Les problèmes semblables dans la zone euro. Le premier, surtout pour le désendettement. Par rapport aux États-Unis, on a pris beaucoup de temps avant de capitaliser les banques. Ensuite, les tests au stress étaient très mauvais parce que on ignorait le risque de souveraineté. Le test du stress a juste regardé le stress des compagnies, les prêts des organisations, mais on n'a pas tenu compte d'autres facteurs, comme par exemple la Grèce et le Portugal, qui manqueraient à leurs engagements. Deuxième problème fiscal, déficit dans la zone euro et en Europe. Le Portugal et la Grèce avaient besoin de réduire le déficit fiscal, mais ça ne voulait pas dire que tout le monde devait réduire ce déficit fiscal, parce que le résultat de tout cela, ce serait quoi? Un déclin de la demande globale. Et donc, le moment choisi de cette réduction fiscale était crucial et ça a été ignoré. Deuxième, dans le cas du Royaume-Uni, quand on a parlé du Royaume-Uni, on a été très clair, j'étais très clair pour dire que ce qui était imposé à court terme, ce resserrement aurait un effet négatif sur la croissance et donc ne permettrait pas d'atteindre les objectifs désirés. Et la troisième partie, c'est le resserrement européen par l'Allemagne et par d'autres.
ça voudrait dire que la demande globale serait réduite et donc tous les autres pays seraient affectés dans la zone euro. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis. Le dernier point par rapport à la zone euro, et c'est relié à la crise européenne et aux solutions qu'il faudrait trouver, c'est que la politique était orientée pour résoudre ce qu'on appelle un problème de liquidité, c'est-à-dire des taux d'intérêt en Grèce qui augmentaient dans les marchés. Donc, il fallait fournir une liquidité au gouvernement et à d'autres sources pendant qu'ils resserraient certaines choses et modifiaient leur politique et pour qu'ils redeviennent solvables. Mais malheureusement, le vrai problème, c'était qu'il y a certains pays, en particulier le Portugal et la Grèce, qui n'étaient pas solvables et cette solution traditionnelle ne pouvait pas fonctionner pour ces pays-là. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était avoir une restructuration de la dette. Dans un contexte plus large, il fallait voir quel était le partage des fardeaux pour le gouvernement grec et le peuple qui avait trop dépensé. Il fallait resserrer les liens. Le problème, ce n'était pas de leur faute, mais c'était dû aussi à d'autres personnes qui avaient ignoré, fait fi de ces signes avant-coureurs. Et donc, il a fallu partager les coûts par le biais de la restructuration de la dette. Et ensuite, étant donné la nature même de l'euro, il n'avait pas l'indépendance des politiques d'échange monétaire. Après 15-20 ans de croissance, il a fallu que tous les gouvernements apprennent à partager le fardeau de ces pays non solvables comme la Grèce et le Portugal. Les créanciers privés qui leur avaient prêté cet argent, l'Allemagne et d'autres pays qui en avaient bénéficié aussi, il fallait que tout le monde partage ce fardeau. Malheureusement, ça a pris 2 ans pour en arriver proche d'une solution. Malheureusement, plus on reporte cette restructuration de la dette, plus le problème prend de l'ampleur. Pourquoi? Parce que si le FMI ou d'autres prêtent de l'argent, ils ne remboursent que les créanciers qui ensuite disparaissent. Donc, ils n'investissent pas l'argent, ils n'ont pas de solution, ils restent insolvables en bout de ligne. Donc, ça, c'est le milieu de ma présentation. Ça fait déjà 20 minutes que je parle, donc je vais peut-être passer plus rapidement sur cette partie. Alors, ça, c'est un petit peu plus technique. J'ai parlé des conditions de solvabilité. Et bon, il y a un point que j'aimerais souligner. Si vous voyez que G moins R plus PD, c'est une condition, c'est-à-dire que si c'est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que le ratio dette-PIB est en déclin ou demeure constant. C'est important parce que si on ne couvre pas cette condition, la dette explose et est supérieure à votre PIB et personne ne va vous prêter de l'argent. C'est une condition de stabilité qui est importante pour assurer la solvabilité. Quel est le problème ici? Bon, le problème était très simple. Étant donné que les marchés se sont concentrés sur le court terme, ils se sont dit, bon d'accord, la Grèce a un taux de croissance de 0, ou même l'Italie de 0%, taux d'intérêt 6%, et donc a besoin de surplus primaire de 6% pour se maintenir. Mais les marchés ne pensent qu'à court terme, ils ne regardent que la situation aujourd'hui, mais le taux d'intérêt d'aujourd'hui n'est peut-être pas, s'il est de 6%, il ne va pas rester à 6%. Il faut faire des changements politiques pour voir l'évolution à venir. Il faut écouter les conditions du marché. Il faut pouvoir aussi réduire ou reconduire la dette, c'est-à-dire prolonger un crédit ou un emprunt. Sinon, vous risquez d'être insolvable. C'est ça le nœud du problème. Ce qu'on aurait dû faire, c'était de décider, d'accord, ces 3 pays ne sont pas solvables. Certaines choses peuvent être appliquées à ces pays. L'Italie et l'Espagne sont solvables. On va les soutenir, mais ça n'a pas été fait parce que on cherche toujours des solutions pour la zone euro. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième point, c'est très important parce que quand vous regardez, si vous vous concentrez trop sur les marchés, vous pensez à la reconduction de la dette. Vous avez $1 milliard de dette, mais 200 millions doivent être remboursés dans l'année en cours. Donc, il faut reconduire
le crédit ou le prêt. Mais là, il fallait regarder la dette nette, donc la dette moins les actifs. C'est important parce que si vous aviez 100 millions de dettes internationales et 100 millions d'actifs, vous êtes solvable. Tout est couvert. Ça revient à zéro. Ce n'est pas 100% de votre PIB ou PNB. Les marchés ne fonctionnent pas ainsi. Et ce que je critique ici, c'est le fait que malheureusement, les analystes, que ce soit du FMI ou ailleurs, sont trop concentrés sur les marchés et ont arrêté de regarder les éléments fondamentaux. Donc ça, c'était le point principal que je voulais souligner. Ensuite, ce qui est intéressant pour ceux d'entre vous qui aiment rentrer plus en détail, ça fait longtemps, personnellement, dans mes discussions avec la Banque mondiale et le FMI, ça fait 25 ans que j'en parle et je leur dis qu'un pays qui a un taux d'épargne très élevé de sa population peut encaisser une dette fiscale plus élevée. Et les dernières études du FMI montrent que ces pays-là, qui ont une position nette de dette souveraine, sont en meilleure posture. D'une certaine façon, c'est relié à l'écart entre l'épargne intérieure et les investissements. Donc ça, c'est cumulatif au fil du temps. Si vous avez un taux d'épargne très élevé et que vos investissements sont un petit peu plus élevés, vous n'accumulez pas de dette très élevée. Donc, vous pouvez encaisser un niveau de déficit très élevé si nécessaire. Alors, ces choses sont pertinentes, sont importantes, mais un peu plus techniques. Donc maintenant, je vais passer à chose beaucoup plus simple, un problème, une solution plutôt, je dirais. Le résultat de tout cela, c'est que vous avez une toile de fond avec des erreurs, on ne fait pas suffisamment de choses pour le désendettement et on adopte les politiques financières qui ne sont pas appropriées. Quelle est la solution? Alors, je vais aller directement à la solution et peut-être que pendant la période des questions-réponses, je pourrais éclaircir certains points parce que c'est toujours très difficile de voir jusqu'où aller dans la technicalité. Les choses sont assez simples. Selon après avoir écouté les gens, avoir lu des articles, j'ai trouvé que les choses étaient très confuses. Il y avait les choses politiques, le gouvernement allemand ne peut pas faire ceci, le gouvernement français ne peut pas faire cela, la zone européenne est limitée dans ce qu'elle peut faire. Alors j'ai dit, bon, d'accord, essayons de voir quel est le problème de base et quelle est la solution pour résoudre ce problème. Donc voilà cette solution en 5 points. Si on ne fait pas cela, je crois qu'on ne mettra pas fin à cette crise. D'abord, la question de la viabilité. Donc, on a déjà discuté des conditions au préalable. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut veiller à ce que d'abord, on adopte des réformes politiques qui nous permettent de revenir, d'avoir une reprise. Pour certains pays, c'est 1%, pour d'autres, c'est 10%, ça dépend. Dans le cas de l'Italie, ça fait 40 ans que le taux de croissance est en déclin de 1% par décennie. Donc, il y a 40 ans, taux de croissance de 4%, ensuite 3%, 2%, 1% et ensuite 0. D'accord? Donc là, c'est un problème fondamental. Si on ne fait rien, eh bien, on va arriver à -1 dans 10 ans. Et il faut relancer la croissance. Comment? Bon, ça c'est la question à 1 million, mais il faut avoir au moins des réformes financières, adopter des réformes. Ensuite, il faut regarder à court terme comment financer la dette actuelle. Ça signifie, bon, que la condition des taux d'intérêt, comme on l'a dit, une fois que si les choses sont déséquilibrées à long terme, il faut fournir suffisamment de liquidités. Et c'est ce qu'on fait au FMI depuis des décennies avec différents pays, Amérique latine et autres, quand il y a eu des problèmes de déséquilibre. Donc le FMI, par le passé, a agi comme exécuteur de cette conditionnalité. Donc il faut d'abord avoir suffisamment de liquidités pour ne pas manquer ou faire défaut à ces paiements. Donc, la Grèce, le Portugal peut-être, pour eux, ça ne fonctionnera pas. Alors, de quoi on a besoin pour eux? On a besoin d'une restructuration de la dette pour ces pays non solvables. Ça fait 2 ans que je me dis que la Grèce a besoin
d'une restructuration de 60%. Mais malheureusement, ça a pris 2 ans avant que les pays européens, y compris l'Allemagne, en arrivent à cette conclusion. Mais entre-temps, ils ont en fait gaspillé beaucoup d'argent. Mais sans cela, ça ne pourra pas fonctionner, sans cette restructuration. Troisièmement, la capitalisation des banques. En partie, cette dette grecque, qui ne sera pas honorée, est entre les mains de banques en Europe et à l'étranger. Maintenant, il y a 1 an, les Européens ont fait un test du stress des banques pour voir de combien de capital ils avaient besoin au cas où il y ait un manquement, une défaillance. Bon. Mais ils n'ont regardé que les compagnies qui auraient échoué et non pas le remboursement de la dette. Donc, nous posions beaucoup de questions à l'époque, mais on n'a rien pu faire. Le problème aurait dû être résolu il y a 1 an, mais ça n'a pas été fait et il faut revenir là-dessus maintenant. Il y a 2 mois, on s'en est rendu compte et maintenant, les choses sont en branle, sont en cours. Il y a 2 ou 3 autres éléments qui sont importants là-dedans aussi. D'abord, la première ligne, c'est toujours les marchés privés. Mais en ce moment, ils sont allergiques au risque. Donc, il faut que les gouvernements nationaux refinancent, recapitalisent leurs banques, comme les États-Unis l'ont fait en 2008 lors de la crise. Et donc, injectent de l'argent. Mais dans le cas de la Grèce et du Portugal, les pays eux-mêmes sont insolvables ou quasiment en faillite. L'ESM, le système, le mécanisme de stabilité doit donner cette capitalisation. La Banque centrale européenne a une constitution qui dit que on ne peut pas servir de prêteur de dernier ressort. Aux États-Unis, ce qui a permis de résoudre le problème, ça a été 2 choses. D'abord, le Trésor a donné la toile de fond fiscale et la Banque américaine suffisamment de liquidités pour investir. On ne peut sauver que les institutions qui sont solvables, donc on a décidé que un nombre suffisamment grand était solvable, pouvait fournir des liquidités, mais là on essaie de trouver des façons de procéder en Europe. Je crois qu'à moins d'y arriver, l'Europe ne pourra pas être sauvée. Bon, on ne s'entend pas, il y en a qui ne sont pas d'accord avec cette théorie, mais je leur demande juste de me montrer comment est-ce qu'on peut le faire autrement et j'attends toujours leur réponse. Étant donné ces 4 enjeux que je viens de vous exposer, le FMI a un rôle très important à jouer parce que certaines de ces choses vont affecter d'autres pays, des gens entre guillemets innocents, et le FMI doit être prêt à fournir des liquidités à ces autres pays en Europe de l'Est ou ailleurs en Asie ou dans d'autres continents, mais c'est un rôle que le FMI a joué par le passé, traditionnellement. Le problème, ce qui est difficile, c'est qu'à moins, et c'est fort peu probable, il faudrait peut-être que c'est peu probable qu'on modifie la constitution de la Banque centrale, il faudrait qu'il y ait que le FMI crée un fonds spécial auxquels contribueront la Banque centrale européenne et d'autres banques centrales. Le mécanisme est peu important, mais le concept fondamental est important parce qu'à moins de faire cela, l'Europe ne peut pas être sauvée, à mon avis. Pour conclure, dernier point, quelle est la responsabilité du reste du monde? Et ici, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 problèmes à l'heure actuelle. Il y a un manque de demande globale. En Europe, tout le monde essaye de réduire le déficit fiscal. Il n'y a pas suffisamment de demande pour produire des biens, et donc l'économie s'en trouve déprimée. Donc il faut relancer cette demande. Les pays qui ont des déficits de compte courant, je ne parle pas des pays solvables, mais il y a 2 autres types de pays, ceux qui
un déficit, mais qui achètent plus qu'ils ne vendent. Donc, la demande globale est à la hausse. Ils contribuent déjà à l'économie mondiale. Ensuite, il y a des pays qui ont un excédent en matière de commerce qui vendent davantage au reste du monde et ils ont tous ces fonds. Ils ont tous ces fonds et ils devraient et pourraient contribuer à offrir ces liquidités par le biais du FMI ou indirectement ou autrement. Et enfin, dans une certaine mesure, et ça c'est plutôt particulier au FMI, ça peut vous sembler un peu bizarre, mais le FMI est une institution de quota, c'est-à-dire tous les prêts du FMI, le risque est partagé par tous les détenteurs de quotas. Cela comprend les pays riches, pauvres et revenus moyens dans une certaine mesure. Il nous faut nous doter d'un mécanisme sur lequel les pays à revenus élevés offriront davantage de cette assurance, c'est-à-dire assumeront une part plus importante du risque associé à ce prêt. Et je vais donc terminer. Je parle déjà depuis 40 minutes, mais je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas. Nous allons donc passer à la prochaine étape de notre dialogue. Vous pouvez poser votre question à partir de où vous êtes. Il y a 2 micros dans la salle si vous voulez vous diriger vers le micro. Si vous avez une question pour le docteur Virmani, dirigez-vous donc vers un ou 2 des micros et nous verrons. Je vois qu'il y a déjà une personne au micro à ma gauche. Et présentez-vous, s'il vous plaît, avant de poser votre question. Je suis un professeur d'anglais à la retraite. J'ai trouvé votre allocution fascinante, mais pas très rassurante. Quelques commentaires liminaires avant de poser ma question. D'abord, ce que vous venez de nous raconter me semble indiquer que la situation que nous vivons résulte de stupidité et de cupidité, mais puisque ce sont des éléments qui ne risquent pas de disparaître, chez les humains, il doit y avoir d'autres causes. Et j'aimerais une réponse à cette question. D'abord, c'est ce problème aux États-Unis où les gens de la droite réduisent les capacités financières afin de forcer, d'obliger le gouvernement à supprimer des bien-être publics. Et ensuite, j'ai entendu parler, je ne sais pas comment on les appelle, mais c'est du commerce à l'informatique ou des programmes informatisés qui évaluent le risque et plusieurs des banques aux États-Unis, à ma connaissance, et j'imagine en Europe également, se sont fiés à ces programmes de façon aveugle. Aveuglément, se sont permises donc d'augmenter leur marge de profit à des niveaux ridicules et irresponsables. Ce sont mes 2 questions, s'il vous plaît. Allez-y. Attendez un instant. Oui, la dernière question, qui est un peu plus compliquée que la première. Vous savez qu'il y a toujours un problème sous-jacent, ce que j'appelle un déclencheur. Ce n'est peut-être pas nécessairement ou simplement un déclencheur, mais ce qui découle de cet élément déclencheur. À mon avis, le problème sous-jacent, c'était presque une orthodoxie intellectuelle et c'est que les marchés, et là je tiens à préciser qu'on doit distinguer entre les marchés des biens et des services où il y a comparativement pas de problème, on peut les laisser de côté. Nous ne parlons pas des marchés des biens et des services. Il s'agit de marchés financiers. Les marchés financiers sont différents. Et si vous n'êtes pas économiste, la façon la plus simple d'expliquer la chose, c'est qu'il faut faire confiance. C'est un bien où, par exemple, je vous prête en espérant que vous allez me rembourser avec intérêt, de sorte que il y a plus de risque, vous devez me repayer, sinon j'ai tout perdu. Et non seulement ce que j'ai pas le prix et le taux d'intérêt, c'est différent. L'orthodoxie intellectuelle, vous savez, en Inde, lorsqu'on discutait de cela dans le passé avec les marchés financiers, les experts, nous croyons que c'était peut-être vrai dans votre pays où vous avez un système de marché très développé, mais c'était bien clair que là où il y a des marchés qui manquent, ça ne s'applique tout simplement pas. Nous l'avons vu pendant des décennies.
depuis des décennies. Mais cependant, les marchés peuvent s'effondrer ici aussi. La crise financière était telle que tout le monde croyait que le marché était parfait. Ils se sont rendus compte que même les marchés les plus parfaits, les plus rentables ne sont pas parfaits. Voilà le problème de base. Mais là, il y a des problèmes qui s'y rattachent, superposés. Et pour l'évaluation, c'est un niveau trop élevé. Le résultat de cette croyance, c'est que les organismes de réglementation, même lorsque les analystes leur ont dit qu'il fallait réglementer, ils ont ignoré. Et s'ils avaient réglementé, par exemple, le Canada ne l'a pas fait. Même s'ils avaient fait ce que le Canada a fait, la crise aurait été beaucoup moins pire qu'elle ne l'a été aux États-Unis. Ça, c'est le premier niveau. C'est seulement au troisième, quatrième niveau que ce que vous dites est probablement vrai, mais c'est une très petite partie de la solution. Il y a une crise plus fondamentale, selon moi. Il y a un malentendu des marchés financiers, on les comprend mal. Mais en 2008, je croyais qu'on apprendrait une leçon, qu'on réglerait les problèmes avec les exemples que je vous ai donnés avec les marchés modernes. Je croyais que c'était évident, mais ce n'est pas évident, même pour les universitaires aux États-Unis. J'allais dire ici, mais c'est les États-Unis. Peut-être 50. Il y a énormément d'économistes qui se rendent compte du réel problème, mais il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte, qui ne s'en rendent toujours pas compte, de sorte que le système politique se fie à l'idéologie, ce qui nous amène à votre première question. Il y a un moteur idéologique. Ils ne veulent pas regarder les faits, la crise comme telle, parce que leur objectif n'est pas de résoudre la crise. Ça ne s'applique pas aux républicains raisonnables. Il y en a quand même quelques-uns qui restent, qui sont raisonnables. Je ne sais pas où ils se trouvent, mais la plupart donc ont été battus. On les a renvoyés de Washington. On ne les voit plus, mais il y en a quand même qui sont prêts à examiner les faits et agir en conséquence. Et évidemment, la droite a raison d'une certaine façon. Je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas religieuse, mais je cite toujours cette ligne. Ça s'appelle lorsque les gens, on doit toujours être au courant du fait que les gens parlent de façon extrême. Il y a peut-être, ils ont sûrement, non, sûrement pas raison. Je m'appelle Martin, je suis économiste. J'ai beaucoup apprécié votre présentation. Je suis aussi témoin de ce qui se passe, les nombreux débats en Europe, les dirigeants européens qui essaient de trouver une solution désespérément à cette crise. Récemment, il y a une semaine, il y a eu une autre réunion avec ces dirigeants et le marché chute un vendredi, le lundi suivant chute encore en travaillant au FMI comme vous le faites, en conseillant ces dirigeants politiques très influents. Est-ce que vous pouvez nous donner donc un petit aperçu de la raison pour laquelle ces dirigeants ont du mal à mettre en œuvre plusieurs solutions qui semblent être de bonnes solutions en fonction de l'étude des faits qui a été effectuée? Eh bien, les gens vont vous dire c'est une question politique, c'est difficile au plan politique, il y a la population, plusieurs d'entre nous. Au plan économique, nous sommes un peu des analphabets. C'est difficile. Est-ce qu'on peut comprendre toutes les complexités pour un politicien? C'est difficile de mettre en œuvre des mesures que les gens ne comprennent pas et qui les touchent. Mais il doit quand même y avoir un moyen de sensibiliser les gens, de les instruire, de leur dire voilà ce que nous allons faire, mais c'est la seule façon de faire. Ma deuxième question est beaucoup plus rapide. Seulement une question parce qu'il y a quelqu'un qui attend derrière vous. Comme vous l'avez dit, évidemment, l'impuissance à Washington, on l'a vu, à maintes reprises, le blocage, c'est une question très complexe parce qu'il y a le gouvernement allemand, il y a des politiques qui entrent en ligne de compte et ça, c'est bien évident pour tout le monde, mais ce n'est pas très utile d'en discuter.
Mais y a-t-il quelque chose de plus? Eh bien, il y a deux choses. En premier lieu, c'est cette reprise en forme V. Vous savez, il y a eu la reprise en 2008-2009 et les gens, donc, étaient un peu suffisants, croyaient que tout était réglé. Je l'ai vu un peu partout. Les gens sont devenus... On manquait de vigilance. Il y avait une confiance qui n'était pas réelle. Je me suis dit qu'on pourrait se retrouver, donc, dans cette grande récession au bord de l'abîme. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passerait si ça se produisait en Inde? Et là, tout à coup, partout dans le monde, les pays développés, la production est presque rétablie. La croissance en Inde se retrouve à peu près où elle était auparavant. Partout dans le monde, le Brésil, la Russie. Et alors, c'était ça. Il y avait un manque de vigilance. Les gens ne croyaient pas que les choses pouvaient mal tourner. Encore une fois, pensaient que, oh bon, peut-être que la reprise sera un peu plus lente, mais on n'a plus rien à faire. Tout va fonctionner. Et s'il y avait cette croyance, et les gens qui le croyaient le plus, c'était les gens de la droite et les gens qui veulent le croire. Pour les Allemands, parce qu'ils ont un problème politique, ils pensent que tout va se régler. Et ensuite, la Banque mondiale, FMI, avait ses prévisions optimistes. Je ne dis pas que c'était voulu, délibéré, mais c'était un sentiment. En deuxième lieu, maintenant, vous savez, comme je l'ai mentionné, il y a une arrogance qui existe depuis longtemps et que ces choses se passent ailleurs. Vous savez, dans les pays pauvres, dans les pays en développement, dans les marchés émergents. Et la situation ne peut être aussi pire que tout cela. Mais comme le gouvernement l'ont dit, alors chaque fois qu'on dit cela, on dit que ça ne peut pas être aussi pire, puis on ne fait rien. Si vous faisiez des choses, si vous tiriez des enseignements et vous faisiez poser les gestes que vous devez poser, ça ne serait pas si pire, mais vous ne faites pas. C'est difficile, c'est psychologique, comme David le disait. Moi, je ne suis pas un économiste politique, mais ce que ça signifie, c'est que les gens ne disent pas la vérité. Il y avait eu une évaluation qui a été faite du FMI par l'Union européenne. Ils ont dit que il y avait censure, de l'autocensure. Je ne peux divulguer ce qui se passe au fond, mais je peux vous dire que il y a 2 ans, j'étais le seul au FMI. Il y avait 4 autres directeurs, tout le personnel, et il n'y a personne qui était prêt à envisager la possibilité que la Grèce serait insolvable et qu'il fallait donc poser d'autres gestes ou même étudier la question. Il n'y a personne qui s'en préoccupait. Les 2 explications psychologiques. Voilà tout ce que je peux dire. Je vous remercie. Monsieur, je travaille ici au CRDI. J'ai beaucoup aimé votre allocution. Lorsque vous dites cette fois-ci, c'est différent. On a vu d'autres crises financières en Amérique. Mais ça semble être un peu différent à l'Union européenne, où vous avez des nations souveraines qui fonctionnent, qui ont une seule devise, et comment cela pourrait d'avoir une incidence sur leur capacité de la relance. Pensez-vous que la crise euro est exacerbée par la devise, c'est-à-dire que les pays ont des dettes, qu'ils ont la même devise et qu'ils n'ont pas le pouvoir de contrôler leur propre fonds? Je vais terminer. Il y en a un 3e facteur qui est important. On avait toujours peur que si on mentionne quelque chose qu'on peut mentionner, que c'est contagieux, qu'on va l'attraper. Si on le mentionne, ce sont les autres pays qui vont s'effondrer. En fait, ils vont s'effondrer de toute façon. Alors, voilà ce que pensaient plusieurs personnes. Maintenant, l'euro. Je ne suis pas expert, mais lorsqu'on tient compte de la possibilité de reprise de certains pays, il y a 2 points qui me viennent à l'esprit. Il y en a un qui est très fort simple, et c'est que nous savons que cette crise est plus vaste, touche beaucoup plus de pays. Tout pays individuel a moins de chance. Lorsqu'on réfléchit dans l'histoire, il y a un pays
qui s'effondrait et le reste du pays allait bon temps. Il y avait beaucoup plus d'options. Là, c'est une explication très simple que je vous donne. Si les devises étaient dévaluées, mais là, c'est tout le système qui est déprimé. Il y a un manque de demande globale et l'argument qu'on peut faire valoir, il y a un argument, encore une fois, je ne suis pas keynesian, mais je pense qu'encore une fois, les économistes, il y a des économistes qui font toujours l'erreur que sous des conditions normales, ils auraient peut-être raison, mais nous ne vivons pas de conditions normales. Est-ce que vous êtes d'accord que ce n'est pas une condition normale? Et si oui, d'abord, il faut trouver une solution différente, même si vous êtes d'accord que dans le temps normaux, vous avez raison. Mais cette fois-ci, la situation est tout autre. Nous ne vivons pas une époque normale. Et, comme vous avez dit, la monnaie, la devise, même s'ils pouvaient dévaluer, il y a certains calculs qui ont été faits de la Grèce et ils devraient dévaluer de 70 à peu près. Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Même la demande globale est déprimée. Même s'ils pouvaient dévaluer, ce n'est pas clair du tout. Le côté positif, c'est qu'en contrepartie, le principe, il y a les risques de prime, ça pourrait être négatif. Et voilà pourquoi c'est que si vous êtes solvable, de fait, vous devez avoir l'argent à 0 Et je donne ceci à titre d'exemple. Je vous remercie. Allez-y. Votre présentation était des plus intéressantes. Votre directeur général est allé en Chine. Elle a encouragé le gouvernement de la Chine à aider à trouver une solution à cette crise. Et nous savons que les Chinois ont dit, vous avez quand même des devoirs à faire. Alors, où est ce seuil où le devoir seront faits? Est-ce que les Chinois vont intervenir? Vous avez beaucoup parlé de la Grèce. Il y a deux points de vue par rapport à la situation en Grèce. D'aucuns croient qu'ils sont paresseux, qu'ils ne produisent pas assez, mais l'OCDE les cote au deuxième rang suite à la Corée par rapport aux heures de travail. Alors, où est le problème? Si on nous dit que la corruption est très répandue, et merci. Votre question, vous parlez de la Chine. Ça n'a pas beaucoup à voir avec la Chine. Lorsque j'ai noté cette pensée, cette solution à 5 points, j'ai circulé à tout le monde au Conseil une semaine plus tard. Les Chinois, j'en suis sûre, c'était probablement à la fin de la journée ou la soirée. Ils sont tellement efficaces. De sorte que au départ, il y a des facteurs géopolitiques qui étaient importants lorsqu'ils ont dit que nous voulons contribuer. Maintenant, ils commencent à penser au volet économique et bon, là, c'est bien clair, à moins que quelqu'un me prouve le contraire. Ils écoutent beaucoup plus que nous. Ils écoutent attentivement. Ils étudient et tirent des leçons des autres et à l'encontre d'autres pays. Alors, c'est vrai, mais au sujet de la Grèce, notre démarche était très différente. Dans le passé, moi, je ne parle pas du pays, mais je parle
de quelqu'un qui a travaillé sur les économies émergentes dans les pays en développement. Plusieurs d'entre nous croyaient que les conditions qui avaient été imposées durant la crise en Asie, dans différents autres cas, étaient trop dures. Et lorsque on a parlé de la Grèce, j'étais le seul qui a dit qu'il y a un point qu'on ne doit pas dépasser. Non pas qu'on doit imposer des conditions. Les conditions doivent être distribuées de façon égale. Alors, il faut que ça s'applique à tout le monde, mais il faut être très prudent. On ne veut pas insister. On ne veut pas les mêmes erreurs qui ont été faites lors de la crise de l'Asie, c'est-à-dire on est allé beaucoup trop loin. Et le problème, c'est que si le resserrement se fait trop fort, ce n'est pas soutenable, ce n'est pas durable. Ce n'est pas une question de paresse ou autre. Au premier niveau, il y a ce qu'on appelle une courbe en forme U. Et si le resserrement se fait de façon trop forte, vous n'atteindrez pas vos objectifs, ce sera le contraire, ce sera pire, un point qu'on ne doit pas dépasser. On peut se rapprocher le plus possible au point où ça marche. Évidemment, on ne sait jamais où se trouve ce point, mais c'est une question de jugement. Donc ça, c'est une partie. La deuxième partie, à propos de la Grèce, c'est que si le gouvernement grec a réussi à cacher des choses au marché et aux autres gouvernements, qu'en est-il des marchés? Vous pensez que les marchés sont parfaits? Ben écoutez, ils sont parfaits, on les a bien eus, ben maintenant ils doivent en payer le prix. Ça, c'est la deuxième partie. Si ils étaient complices, eh bien, écoutez, ils doivent payer, mais bon, ils en ont aussi bénéficié, n'oublions pas cela. Les marchés, avec les fluctuations de taux d'intérêt, ont rendu certains très riches et d'autres qui ont pris des risques, eh bien, ont dû payer le prix. Ça, c'est le deuxième point que je ferai valoir. Le troisième, c'est relié à la compétitivité. Et c'est assez difficile parce que c'est relié à l'autre question. Bon, à propos de l'euro, on ne peut pas... Bon, si vous ne faites pas partie de l'Europe, comme par exemple le Royaume-Uni n'en fait pas partie, bon, a fait certaines erreurs. Il y a une dépréciation de sa monnaie, de sa devise, mais est-ce que, bon, s'en sortir, ça serait quelque chose de positif? On ne sait pas. Les conditions de solvabilité sont très bonnes parce que ça montre qu'une fois que le déficit primaire est éliminé, vous pouvez survivre parce que vous n'avez pas besoin de fonds supplémentaires pour financer vos opérations. Ça, c'est un point un peu technique, mais bon, je vais vous expliquer un peu les retombées ou les implications de ça. Je crois qu'il y aura des taux primaires neutres d'ici l'année prochaine. Donc, ils pourraient ne pas honorer leurs dettes et quitter la zone euro. Et je crois qu'ils s'en trouveraient en meilleure posture qu'à l'heure actuelle. On va prendre les deux dernières questions. Ensuite, j'en poserai moi-même une à Arvind. Économiste. Ah, intervention inaudible. On ne vous entend pas, là. Vous m'entendez mieux? Oui, c'est bien mieux. Peut-être rapprochez-vous du micro. Liz Patterson, économiste au bureau du conseil privé. Je m'intéresse beaucoup à ce que vous avez dit à propos de l'intervention plus agressive de la Banque centrale européenne. Je crois que de plus en plus de personnes commencent à penser comme vous. Mais vous avez dit que le traité, que la Banque centrale européenne est limitée dans certains... Quelles sont les contraintes liées au traité? La Banque centrale européenne a acheté des banques, les dettes souveraines sur des marchés secondaires. Est-ce que jusqu'où cette Banque centrale européenne peut-elle aller sans aller à l'encontre du traité? Est-ce que la Banque centrale européenne peut augmenter ses achats sur les marchés secondaires suffisamment sans mettre en péril son propre profit financier, son bilan? Et en quelle mesure est-ce que Barbara, pour éviter
à vous demander de rester debout. Posez votre question maintenant. Oui, ça va être assez rapide. Pourriez-vous peut-être nous expliquer la situation en Irlande et peut-être voir en quelle mesure c'est semblable ou différent de l'Italie et de la Grèce? Eh bien, Arlene, en fait, s'en est bien sorti, ou l'Irlande s'en est bien sortie. Je crois que la situation est assez bonne pour l'instant, à moins qu'il y ait vraiment un effondrement de toute l'Europe, mais je dirais que jusqu'à maintenant, on dirait que ça a été une réussite, une histoire de réussite. C'est en tout cas le dernier son de cloche qu'on a eu. Comme je vous l'ai dit, bon, je ne connais pas suffisamment la situation pour vous en dire plus, mais d'abord je vais répondre à la deuxième, à l'autre question. Il y a des raisons. La croissance irlandaise, ouais, il y a deux choses qui ont été identifiées. D'abord, avant, ils n'étaient pas très responsables du point de vue financier. Au début de la croissance la croissance, ils ont réduit leur déficit. La croissance a été alimentée en grande partie par les investissements étrangers directs. Et ils ont suffisamment de marge de manœuvre. Ils ont le taux d'imposition le plus bas de l'Union européenne. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait la même chose. Ils ont resserré les choses. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont suffisamment de demandes. Ils arrivent à attirer ces investissements étrangers puisqu'ils ont un taux fiscal plus intéressant à offrir à ces investissements. Donc, regardez cette réussite. Regardez aussi le fonctionnement de leur économie. Donc, on ne peut pas généraliser leur solution. Il faut d'abord connaître l'économie avant de pouvoir appliquer le même modèle à tout le monde. La Banque centrale européenne, bon, c'est dans sa constitution, d'après ce que j'ai compris. Maintenant, à mon avis, oui, la contrainte clé, ce n'est pas la constitution, mais plutôt l'Allemagne. Avant de critiquer de façon implicite l'Allemagne, j'aimerais quand même dire que c'est le premier pays, en fait, le ministre des Finances de l'Allemagne est le premier à avoir parlé de la restructuration de la dette grecque avant même que je le fasse, bien avant. Mais à ce sujet, je crois que vous avez aussi dit il y a une semaine, ils ont tiré des conclusions d'ordre fiscal ou financier. À mon avis, ce n'est pas très pertinent pour l'instant. Il faudrait que l'Allemagne change sa politique à l'égard de la Banque centrale européenne. À court terme, les questions financières ne sont pas ce qui pose problème. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de programme plutôt, de politique. Donc, les effets financiers seront minimes en fait, mais ce qui est important, c'est qu'il faut que l'Allemagne puisse apporter des changements. Il y a un autre élément important dans ce que vous avez mentionné. Il faut absolument comprendre que moi, je ne recommande pas que la Banque centrale européenne fasse des prêts à des pays insolvables. Mais on ne peut pas décider cela avant d'avoir décidé qui est solvable, qui est insolvable. Donc, ce qui se passe, c'est que la Banque centrale européenne, depuis 2 ans, a prêté à la Grèce et au Portugal. Ce n'est pas de cela dont je veux parler ici. Là, je parle des prêts à l'Italie et à l'Espagne qui ne peuvent pas être sauvés sans cela. La Grèce et le Portugal peuvent l'être. Les 3 premiers points dans mon programme vont permettre de sauver la Grèce et le Portugal. Ils n'ont besoin de rien d'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir un taux de croissance de 5% pendant les 10 ou 20 prochaines années. Ça va être plus lent, mais au moins, ils ne seront plus, leur problème sera résolu. Ils ne seront plus rattachés au reste du système. Deuxièmement, je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui l'ont retenu, je vous avais donné un exemple. Si vous regardez, je ne parle pas des marchés secondaires, parce que sinon vous allez soutenir tous ces prêteurs ou qui ont fait ces erreurs, vous allez continuer à les soutenir.
Moi, je suis contre cette idée, ce n'est pas la bonne solution. Ce que je recommande, comme vous le montre mon exemple, c'est deux choses. D'abord, il faut qu'ils puissent acheter la partie de la dette qui est reconduite pour la Grèce et l'Espagne pendant les 2 prochaines années, 1 ou 2 ans, on ne sait pas, mais d'ici, je dirais, entre 1 et 2 ans. Et deuxièmement, l'IFSF et l'IFSM doivent absorber les coûts financiers. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Bon, moi, je parle de l'argent. Personne n'a suffisamment d'argent pour fournir suffisamment de liquidités. Seulement, les banques peuvent le faire. Donc, la Banque centrale européenne doit agir à titre de banque, mais il faut le faire de façon intelligente. Il faut trouver un système qui lui permettrait de racheter la partie de la dette primaire qui est reconduite. Très bien. Arvind, j'aimerais venir au tout dernier point, la responsabilité du reste du monde. Puisque vous venez d'Inde, mettez de côté votre rôle au FMI pour l'instant. Moi, je continue à lire les médias indiens et on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait certaines critiques contre les Européens et les Américains qui nous disent toujours ce qu'il faut faire, mais maintenant ils ont des problèmes. Donc on pourrait les critiquer, mais ce n'est pas du tout ce que font les médias indiens. En fait, à droite comme à gauche, on voit qu'il y a de profondes préoccupations. Les gens ne remettent pas vraiment en question la contribution de l'Inde à d'éventuelles solutions, mais plutôt c'est de voir qu'est-ce que cet échec occidental pourrait signifier pour la réussite de l'Inde ou de la Chine et d'autres pays émergents. Alors, pourriez-vous peut-être nous dire ce que vous pensez de cela vous-même? Oui. En fait, j'y pense depuis que la crise a commencé en 2008. Il y a plusieurs couches là-dedans. D'abord, j'aimerais revenir un peu dans le passé, comme je l'ai fait avant. Quand la crise 2008 est arrivée, j'ai fait valoir 3 choses lors des présentations que j'ai faites à l'époque. D'abord, pendant les 10 prochaines années ou 20 prochaines années, les gagnants et les perdants, les économies qui sont surtout axées sur les exportations seront les perdantes, alors que celles qui sont plutôt tournées vers elles-mêmes seront les gagnantes. Exemple, la Chine, première catégorie. La deuxième catégorie, c'est l'Inde et pays semblables. Ensuite, j'avais prévu aussi que les problèmes fiscaux des États-Unis, particulièrement à l'époque, la Grèce, n'était pas vraiment le point de mire. On se concentrait surtout sur les États-Unis, mais étant donné les problèmes fiscaux des États-Unis et d'autres pays dans l'Ouest, en Occident, je ne donnais pas de nom à l'époque, mais bon, à cause des éléments stabilisateurs automatiques, il y aurait des déficits et les économies et marchés émergents seraient moins menacés. Donc, en fait, ce que j'avais prévu en 2004, est devenu en fait réalité. Les chiffres qu'on retrouve aujourd'hui sont quasiment les mêmes que ce que j'avais prévu en 2004. Deuxième partie, sur Schadenfreude, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais après les réformes de 91 et l'accélération du taux de croissance en Inde, comme je vous l'ai dit pendant le déjeuner, le taux sous-jacent, c'était de 8,5 à 9%. Mais bon, ça ne s'est pas poursuivi, mais ça a augmenté la confiance du public et de la population qui ne pense pas avoir besoin de critiquer ou d'être condescendant vis-à-vis de qui que ce soit
Donc, on n'a pas l'attitude qui consiste à critiquer qui que ce soit ou à accuser qui que ce soit. Deuxième chose, je m'amuse beaucoup au FMI parce que je peux donner des leçons à mes collègues européens ou américains, mais bon, c'est pas mon travail, je suis économiste et je crois que certaines de mes prédictions ou prévisions se sont avérées justes et je crois que ça m'amuse beaucoup quand je fais face à mes collègues européens ou américains. Mais les Indiens se soucient des effets ou des retombées en Occident. Vous dites que le public a confiance. Oui, la crise, pardon, oui. J'ai oublié de répondre à cette partie. Bon, à propos de la crise européenne, tout le monde sait, bon, il y avait une certaine complaisance dont je vous ai parlé en 2009, jusqu'à il y a 3 mois même, en fait. J'espère que cette complaisance va bientôt disparaître. Les gens vont commencer à faire quelque chose, mais on comprend que bon, il y a une crise. S'il y a une crise ou un effondrement européen, ça va avoir une incidence sur l'économie indienne, bien sûr. Et ce qui est triste, ou peut-être que c'est une bonne chose, mais ça a déjà commencé à affecter l'Inde, parce que les banques européennes, elles aussi, bon, il y a certaines dispositions pour la liquidité. Les investissements d'ici vers l'Europe sont à la baisse, donc il y a moins de fonds. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent les dettes pour financer, pour trouver du capital. Alors, la dette est quelque chose qu'on peut vendre facilement, donc on vend cela, mais l'effet indirect, c'est que les taux d'intérêt augmentent. Donc, ça a une incidence sur les taux d'intérêt et les taux d'intérêt réels en Inde. Donc, dans l'attente, en fait, on commence déjà à ressentir les signes avant-coureurs. Il y a une certaine complaisance à propos de la politique et ce que le gouvernement peut faire. Mais merci beaucoup. C'était une occasion pour nous assez inhabituelle de recevoir M. Virmani. Comme je vous l'ai dit, au CRDI, nous travaillons avec lui et le connaissons depuis très longtemps, mais je crois qu'on peut dire qu'il n'était pas très connu à Ottawa jusqu'à maintenant. Maintenant, ça a changé. Nous sommes très heureux de cela. Merci d'être venu pendant la semaine avant Noël. Comme toujours, bon, ce n'est pas très pratique. La météo n'est pas spécialement bonne aujourd'hui, mais de notre part à tous, avant de partir en vacances, j'aimerais vous laisser avec de petites idées. On va essayer de suivre les nouvelles des prochaines semaines, des mois à venir pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et quand on pensera au FMI, on pensera à vous. Le rôle que vous nous avez décrit, c'est le rôle d'un solitaire au Conseil, mais je suis sûre que vous avez quand même beaucoup d'influence. Arvind, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup.